Cette semaine à la ligne bleue, Raphaël nous raconte tout ce qui se passe avec les équipes des Carabins. Laurence nous explique comment composer avec un corps courbaturé. Et en entrevue, Élissa Vaillancourt et Antoine Bugeaud de l'équipe de natation. Allô les amis! Allô Renaud! Bienvenue à la ligne bleue, ce nouvel épisode qu'on enregistre ce matin à l'aube d'une tempête, d'un blizzard sans précédent. Merci d'être avec moi en studio. Mes deux complices à mes côtés, Laurence Blanchette et Raphaël Bergeron-Gosselin du département des communications et du marketing des Carabins. Voilà, je l'ai dit comme il faut. Donc, mais bienvenue. Allô? Et surtout, on a vraiment un épisode extraordinaire devant nous. Parce que oui. J'en ai parlé tantôt en entrevue, deux nageurs, déjà en partant, ça Quand va même. nous recentrer sur ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire... Être en forme. Être en forme, voilà. Exactement. Performer. Performer. Et surtout, l'événement de la semaine prochaine, les championnats nationaux de natation qui s'en viennent à Vancouver. En fait, on s'en va à Vancouver, finalement, mais qui s'approche à grands pas. Et également, on revient sur un week-end extraordinaire il y a 2 semaines déjà, 1 semaine et demie à peu près, là, le week-end du Super Bowl où il y avait lieu les championnats provinciaux de natation, ici même au Sepsum. Oui. Raphaël et moi, on y était en petite short parce qu'il faisait très chaud. Entre la piscine où il faisait très chaud et l'aréna qui faisait très froid, c'était difficile de trouver le juste milieu dans mon habillement par Heureusement, moment. tu n'as pas attrapé un rhume suite à ça, suite à Non, ce changement j'ai drastique de survécu, température. écoute, un système immunitaire très fort, colosse, Infaillible. infaillible. De type québécois, là, j'ai envie de dire. Il le faut exactement. Et, donc, tout un week-end où finalement les Carabins ont remporté les 3 titres provinciaux Hey, wow. de façon spectaculaire et dramatique. Donc, on en parle tantôt avec nos 2 nageurs qui vont être avec nous en studio. Laurence, aujourd'hui, donc, on parlait en début de show, là, vivre avec un corps courbaturé, ça me parle beaucoup. Donc, tu nous parles de comment, quand on est raqué, finalement, en guillemets. Ben, c'est ça, là, vulgairement, là, quand on est raqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on est raqué? Pourquoi on est raqué? Est-ce qu'on peut s'entraîner quand on est raqué? Est-ce que, comme le bon adage le dit, quand t'es hungover, tu prends une bière pour casser ton hangover? Oui. Est-ce que quand on est raqué, on s'entraîne davantage pour casser ça? What is the answer? Mais je suis vraiment curieux, princesse. Non, je suis vraiment très curieux. Mais j'ai cherché un nom anglais, mais j'en ai pas Mais oui, trouvé. j'allais dire princesse. Middleton, non, Kate Middleton, non. Écoute, Diana, ça va Diana. faire l'affaire. Diana pour là. moi. Je vais prendre Diana. Je te remercie. J'étais à court de nom ce matin, mais de donc, princesse, de moins en moins, il en existe. Mais donc, est-ce que s'entraîner courbaturé est un mal nécessaire? Nécessaire, c'est de ça que je vous parle. génial. Ouais. Et honnêtement, moi, je me suis souvent entraîné, courbaturé pour justement briser ça. J'ai vraiment très hâte d'entendre ces faits, là, ces vérités-là. Conseil. Ouais, Conseil, on exactement. démystifie tout ça. Raphaël, on commence avec toi. Oui, Parce que là, on n'était pas là la semaine dernière, et là, il s'en est passé des choses avec les Carabins au cours des 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui se passe? On commence quoi, avec le week-end dernier? Un petit peu de hockey? Avec un petit peu de hockey du week-end dernier. Es-tu partant pour commencer avec le hockey? Ça me va. Allons-y. All right. Donc, le week-end dernier en hockey, c'est une grosse fin de semaine, puis pas seulement au hockey. Il y a beaucoup de sports que le tableau pour les séries se concrétise un petit peu là. s'approche des Exactement, séries, on s'approche. Donc, plus particulièrement le volleyball, le féminin, masculin et le hockey. Donc, la saison régulière achève, le tableau des séries se dessine. Au hockey, on avait la chance, si on allait chercher 3 points en 2 matchs. Donc, potentiellement, là, une victoire et une autre victoire, ça serait le best, mais une victoire et une défaite en prolongation aurait été suffisant pour aller s'assurer du championnat de la saison régulière, donc terminer au premier rang de la saison régulière. Premièrement, c'était vendredi soir. Il fallait remporter le premier match face aux Ravens de Carleton. Match sur papier qui pouvait peut-être sembler un petit peu plus facile. On est premier, l'équipe est classée première au Québec, au Canada même. Les Ravens sont derniers du RSEQ. Oui. Reste qu'à ce moment-ci de l'année, puis ça, Isabelle Leclerc, l'entraîneur, me le répète semaine après semaine. Puis des fois, on dirait qu'on l'oublie un petit peu, mais il n'y a pas de match facile. Puis leur fiche ne représente pas nécessairement la force des Ravens parce qu'ils affrontent nous, McGill, Concordia, souvent, qui sont 3 puissances au pays. Ouais. Donc, oui, ils ont peut-être une fiche. C'est pas une division facile que celle du Québec. Là. Exactement. Leur fiche, je pense qu'ils ont 1 ou 2 victoires cette année. Victoires, 2 12 victoires, défaites, mais ils sont meilleurs que ça. Ouais. Puis ça a apparu parce que, rapidement, ils sont forgés une avance de 2-0. Ouais. Finalement, je pense que ce qui nous caractérise cette année, les Carabins, c'est
notre force de caractère. Donc, on est revenu de l'arrière, 2-2. Finalement, c'est allé en deuxième période de prolongation. Puis là, qui d'autre? Jessica Cormier, un autre but spectaculaire, son 11e de la saison, un sommet au RSEQ, qui a donné la victoire au Carabins. Donc, c'était vraiment bien parti pour aller décrocher le premier rang du classement général. Finalement, on rejouait. Et vous étiez d'ailleurs au match, n'est-ce pas, Laurence? C'était là vendredi. Dans les loges VIP. Nous étions dans les loges par nous, je veux dire, les autres collègues, là, parce que pour les gens qui nous écoutent, nous ne sommes pas que 3 dans ce magnifique département des communications et marketing des Carabins et du CEPSOM. On est une dizaine, quelques 10 et plus. Et donc, on était une petite gang. Encourager nos équipes. Ouais, juste au-dessus des rangées. Là. Bref, il y a comme 2 petites loges. On s'est servi de notre statut VIP pour regarder ça d'en haut. C'était honnêtement malade mental parce que tu vois toute la glace. On avait, je veux dire, je me sentais telle une, pas une chroniqueuse, là, mais journaliste. Exactement. Galerie de presse. Journaliste sportif, galerie de presse, exact. La galerie de presse par-dessus la galerie de presse. Exact. Ben c'est ça, je te regardais travailler. T'as bien travaillé. Des fois, je t'envoyais des messages textes, tu répondais pas. C'était quand même quelque chose. Je le voyais complètement que tu m'ignorais. Tu vois, il regardait son téléphone. Oui, j'étais comme... Mais c'est ça qui arrivait. Je me disais, le petit maudit. Écoute, j'étais sur mes sortes. Mais je dois dire que moi, j'avais parlé à Isabelle, j'avais croisé en tout cas, puis elle avait dit, ça va être une game tough finalement. Puis après ça, on avait parlé de classement. Puis, parce que, elle avait dit l'énergie du désespoir. Elle parlait de l'énergie du désespoir. Du côté des Ravens. C'est ça, exactement. Qui allait jouer avec ça. Puis je sais plus avec qui je parlais, mais on m'avait dit qu'ils sont classés dernière dans un an. Fait que nous, on arrive là, puis on pensait qu'on allait les éclater. Alors là, pas pantoute, dans le sens que, comme tu dis, c'était un gros match, là. C'était pas de la petite c'est un style de jeu aussi très défensif que celui des Ravens. Fait que des fois, ça peut être un peu étouffant. Oui, puis même en première période de prolongation, donc c'est du 4 contre 4, on est copé d'une punition, donc ça a donné un 4 contre 3. Tu sais, les Ravens ont eu des bonnes chances de gagner. Finalement, c'est ça. Jessica Cormier, puis c'est drôle parce que Isabelle, encore l'entraîneur, me disait après le match, elle donne la main à l'entraîneur de l'autre côté, puis il a demandé tout de suite, Jessica Cormier, là, c'est sa dernière année, là, ça se termine pour elle. Là. C'est pour dire, parce que quand ça va en prolongation, c'est souvent Jessica Cormier. Là, je veux dire, elle est tellement rapide. Il y a d'autres joueuses qui sont capables de marquer, qui ont du talent, mais elle, je sais pas, elle a un bon contrôle de rondelle, mais c'est sa rapidité, sa vitesse. Puis là, quand tu te retrouves à 3 contre 3, il y a beaucoup d'espace sur la patinoire. Puis là, c'est rare qu'elle va pas réussir à marquer le but victorieux. Non, chapeau. Donc, ça se poursuivait samedi à Concordia cette fois. Samedi à Concordia, donc un adversaire un petit peu plus costaud sur papier encore une fois. Puis là, comme je l'ai dit, là, 1 point aurait été suffisant pour aller chercher le championnat de la saison. Malheureusement, défaite de 3-1 face aux Steigners qui, eux, ont encore une chance mathématique de terminer au premier rang. Fait que si les Ravens, la veille, se battaient avec l'énergie du désespoir de faire les séries, les Steigners, c'était l'énergie du désespoir de terminer au premier rang. Parce que le premier rang est quand même important. Là, tu veux pas terminer deuxième pour affronter la 3e équipe en série, parce que les équipes qui vont terminer 2 et 3 vont s'affronter. Puis ces 2 équipes-là vont être des forces, sont vraiment puissantes. Là. Absolument. Bon, encore une fois, il n'y a rien de joué d'avance, là, mais d'affronter la 4e équipe, mettons, ça donne un avantage, de terminer au premier rang. Donc, écoute, on a perdu, mais il nous manque toujours juste 1 point pour terminer au premier rang. Il nous reste 2 matchs à jouer, 2 matchs qui sont prenables. Ça va se passer en fin de semaine. Donc, dont la reprise ce samedi là, du match qui avait été déplacé en raison d'une tempête il y a quelques semaines de cela déjà. Oui, exactement. Le match qui avait été exactement contre Carleton. Puis là, si je ne me trompe pas, notre dernier match, c'est contre Ottawa. Est-ce que c'est ça? Il reste McGill vendredi. McGill, et Carleton samedi. Exactement. McGill et Carleton. Donc, il faut aller chercher un point dans ces 2 matchs-là. Si on se fie à toute la saison, là, même qu'on prend ça, les matchs pré-saison avant, la saison régulière, tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, personnellement, je suis assez confiant que les filles vont être capables de se relever de la défaite, d'aller chercher au moins 1 point, puis de remporter un 3. Tu sais, c'est fou. C'est juste un 3e titre de saison régulière qu'on pourrait aller chercher. Mais tu sais, c'est pas tant quand on compare ça au nombre de médailles qu'on a gagné au championnat du sport. On a gagné beaucoup de médailles. On a même gagné des médailles d'or au championnat du sport. Puis on n'a pas tant de titres juste de saison régulière, là, même pas de série. Donc ça montre à quel point la Conférence Québec est forte. C'est pas parce que McGill est intraitable. Là, exactement. Mais tu sais, McGill est intraitable, mais on arrive au championnat canadien puis on réussit quand même à bien faire. Donc si on réussit à ressortir du Québec fort puis potentiellement avec la saison et les séries, tu arrives au championnat canadien, il n'y a potentiellement pas d'équipe là-bas qui peuvent te faire peur ou te surprendre. C'est pas gagné d'avance, mais t'as vu de très bonnes équipes en saison. Mais c'est une dynamique différente aussi, puis on peut comparer ça beaucoup aux séries de hockey dans la Ligue nationale. Par exemple, les séries de football. Le football, c'est un match et c'est tout. On a un peu ça au championnat canadien. Tu es sur un match et tout.
vis-à-vis ce même adversaire-là, je veux dire. Alors que là, des 2-3, c'est plus difficile à gagner. Là. Ouais. En fait, c'est une différente dynamique, je dirais, d'une C'est parce que tu peux voir ça des deux côtés. Si t'échappes un match, c'est pas la fin du monde. L'an passé, là, faire rapidement, là, les filles, j'étais présent, là, le premier match au championnat canadien, quart de finale, on domine le match, on domine. Tout le monde pensait qu'on allait finir par marquer puis l'emporter. Finalement, on a connu 3 mauvaises minutes. On s'est fait marquer 2 buts, un à la suite de l'autre, puis ça a cassé les jambes, ça a brisé le rythme, puis on perd, puis là, c'est terminé. Exact. Bang, la saison s'achève là. Il reste d'autres matchs, mais tu joues pour la 5e place. C'est pas la même énergie. Ouais. Versus un 2-3, on aurait pu se reprendre, mais Absolument. bon, c'est du bon spectacle, puis c'est un match, puis il faut que tu gagnes. C'est très excitant. On a encore une équipe qui est première au Canada. C'est quand même spectaculaire. Ouais. Côté volleyball, je m'abuse, il y avait aussi beaucoup de volleyball ce week-end. Beaucoup de volleyball. Nos gars et nos filles jouaient 2 matchs chacun. Encore une fois, c'était important pour le classement. On peut commencer avec les filles. Donc, vendredi soir, on jouait contre les Citadins de l'UQAM. À l'UQAM. Défaite en 5 manches. Rare défaite et rare série de défaites pour nos filles de volley. C'était une 2e de suite. Puis c'est pas compliqué. Quand on regarde la feuille de stats, on parle à Oli Trudel, l'entraîneur, on remarque tout de suite 34 erreurs directes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, 34 erreurs directes? Une erreur directe au volleyball, c'est quand tu fais littéralement, tu frappes à l'extérieur, tu frappes dans le filet. C'est de ta faute. Là. Quand ton attaque n'atteint pas... les objectifs. Pas les objectifs, mais soit tu touches le filet, soit tu vas à le point. l'extérieur. Si tu frappes, tu te fais bloquer. C'est pas une erreur directe parce que c'est l'autre bord qui ont fait un bon coup, on peut dire. Je comprends. Ils remontent la balle aussi. Exact. Donc, 34 fois, on a donné le point à l'adversaire gratuitement. Là. Donc, ça peut être aussi un service hors ligne, n'est-ce pas? Exactement. Ou même une mauvaise passe. Non, une mauvaise passe, je pense pas. Je pense pas. En tout cas, peu importe, à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de mauvaises passes. Les double touches, c'est des trucs comme ça. Donc, 34 fois, on a donné le point à l'adversaire. Puis, on réussit quand même à mener le match en 5 manches. Ça se décide là au 5e. Puis, finalement, on perd. Là, on voulait terminer. L'objectif était de terminer au 2e rang du classement général parce que le premier rang n'était plus accessible mathématiquement. Là, ça commençait avec Ottawa dimanche. Il fallait se reprendre, mettre fin à la séquence de 2 revers. Finalement, on joue contre Ottawa et on l'emporte. Donc, en plus de la victoire, on s'assure du 2e rang finalement. On va jouer contre le Rouge et Or ou les Citadins, qui eux vont terminer au 3e rang. Là, tout va se décider en fin de semaine. Donc, les Citadins, d'ailleurs, je sais qu'on n'avait jamais perdu contre eux avant cette année, mais ils ne sont pas gênants quand même. Une fiche de 500 cette année, une équipe qui est en progression quand même. Puis il n'y avait jamais, corrige-moi, mais ils nous avaient jamais battus à la maison. Ils l'ont fait cette année. En première division. Là. Exactement. Ils nous avaient jamais battus. Puis ils nous ont battus une fois ici, ils nous ont battus une fois chez elle. Non, ils jouent très bien. Puis même, on pourrait potentiellement, comme je viens de dire, les raffronter en demi-finale. Donc, ça va être une belle rivalité. Montréal. C'est ça. Ou contre le Rouge et Or. Donc, on risque, peu importe ce qui va arriver, on va avoir une demi-finale excitante. Puis juste pour montrer aussi, tantôt, j'expliquais les erreurs directes. Là, 34 erreurs directes dans le match qu'on perd. Dans le match qu'on l'emporte, 18. C'est presque à la moitié. Quand même la moitié tu vois que c'est là que ça se joue un petit peu. Là. Oui, on va toujours faire des erreurs directes à ce niveau-là. Il y a des gens, des fois, qui regardent le volleyball et qui se disent à ce niveau-là, on ne devrait pas faire d'erreurs, mais c'est un petit peu le contraire. On pousse tellement le jeu au service, on vise tellement les lignes, à l'attaque, on pousse tellement que c'est normal qu'on va faire des erreurs directes, mais pas 34. 18, tu peux espérer emporter un match. À 34, tu vas probablement perdre le match. Là. Donc, pour les filles de volley, exactement. Écoute, une victoire, une défaite, puis on s'assure du 2e rang. C'était l'objectif, étant donné que le premier était plus accessible. Donc, ça va très bien. Puis du côté des gars, on avait fait un long voyage d'autobus en fin de semaine, une 20aine d'heures jusqu'au Nouveau-Brunswick pour aller affronter les Reds à 2 reprises. C'est quand même fou, faire 20 heures d'autobus pour aller jouer 2 matchs de volleyball. Oui, vraiment. Au moins, c'est pas dans la tempête. Assurément, c'est le temps de déguiser ses aptitudes en termes de jeu de cartes. S'assurer d'avoir payé son compte Netflix. Ben oui. Si t'as pas fait tes lectures pour ton cours aussi, là, t'as pas vraiment d'excuses. non. Donc, Et puis, si vous avez pas vu, là, parce que ça m'a frappé quand même, l'assistante entraîneur de volley, Mélanie Desrochers, sur son compte Twitter, a publié une courte vidéo là, de la présentation des joueurs. Ça se passe à UNB. Leur gymnase, c'est incroyable. C'est vraiment c'est super beau. On dirait un gymnase de volley professionnel européen. Oui, puis là, les lumières, les spots, ça flash. Non, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Là. Il y avait de l'ambiance vraiment sharp. Donc, ça donne une belle énergie. Là, c'est quoi son nom, Mélanie?
Desrochers. Desrochers sur Twitter. Entraîneur adjoint. Oui, entraîneur je viens de adjoint voir ça. sur Twitter, c'est son nom, là, on peut la trouver. Puis la vidéo est cool, une 15-20 secondes, elle a montré comment l'entrée des joueurs, je trouvais ça énergisant pour débuter le match. Puis ça a fonctionné, parce que le premier match, ça a fonctionné pour nous. C'est pas pour eux, c'est un peu plate, là. Ça nous a comme spice up. Exactement. Donc, le premier match qu'on l'emporte en 3 manches. Puis cette fin de semaine-là, si je peux résumer la fin de semaine, là, puis j'ai l'impression de dire ça depuis le début de l'année là, en volleyball masculin, mais c'est vraiment la profondeur. Il y avait 13 joueurs en uniforme. Les 13 ont joué. Tu sais, en fin de saison, comme ça, quand tu veux aller chercher une énergie, un momentum, c'est rare que tous tes joueurs vont jouer. Ou il y en a qui vont jouer là, les 2 derniers points de la rencontre. Là, mais là, c'est pas ça. Là. Tous les joueurs ont joué, ont contribué au succès de l'équipe. Puis là, on rejouait le lendemain. Puis là, encore plus, c'est Gabriel Chancy, qui est notre passeur tout étoile. Journée de congé. Puis, tu sais, il n'y a pas de blessure, pas rien. C'est Simon Bilodeau qui a eu les... Puis là, ça s'est terminé en 5 manches. Donc, ça a été vraiment plus serré. Puis Simon Bilodeau qui a joué les 5 manches. Donc, tu sais, des fois, quand tu te retrouves en 5e manche, puis là, c'est le premier... La pression est là. Mais la pression est là. C'est le premier à 15. Ça va vite, parce qu'habituellement, c'est à 25. Tu sais, un entraîneur pourrait se dire, là, OK, là, je déroge un peu du plan de match. Puis Gab, je rembarque. Puis non, tu sais, Simon, tu restes sur le terrain. On l'a emporté, puis en plus, on a terminé ça avec une séquence de 4 points consécutifs. On perdait 12-11 au dernière manche. 4 points consécutifs, on l'emporte. Puis, tu sais, ça a peut-être été un petit peu plus stressant, un petit peu plus long que ça a été supposé. Mais en bout de ligne, je pense qu'on ressort de là avec une bonne dose de confiance, puisque c'est ce que Gazi, l'entraîneur, disait. Toute l'année, tout le monde a contribué. Puis, c'est sûr qu'on a des joueurs qui sont peut-être meilleurs que d'autres. Hein, on l'a vu la veille, là, je veux dire, on l'a emporté en 3 manches avec Gab. C'est pas une surprise que Gab est peut-être plus constant en ce moment. Aujourd'hui, on dit pas que Simon n'est pas un bon passeur, mais on lui a quand même fait confiance. Puis advenant qu'on ait besoin de lui en série, il va savoir qu'il est capable d'aller remporter des gros matchs. Puis une bonne nouvelle aussi, Olivier Riopel, ancien libéraux, maintenant attaquant, homme à tout faire, mais surtout homme à amener une énergie sur le terrain, qui a effectué son retour au jeu en fin de semaine. Vendredi, qui a joué quelques jeux, là, puis samedi, qui a joué presque tout le match. Là. Mais il a joué en tant que libéraux. On l'avait vu comme attaquant depuis le début de l'année, là, c'était comme libéraux. Donc, peut-être pour laisser une chance à sa blessure de guérir correctement. Exact. Les grosses impulsions et tout. Là, peut-être que ça... Mais c'est cool de le voir parce qu'autant qu'il est, comme je disais, là, il est utile pour son jeu, mais l'énergie qu'il apporte, là. Puis tu sais, dans les rares mauvais matchs ou mauvaises séquences qu'on a connues, Gazi parlait souvent d'une énergie. On n'est pas une équipe qui est grande, donc on a besoin. Faut être énergique, faut être tout le temps à 150 000 %. On n'a pas le choix. Puis, ce gars-là, c'est ce qui apporte le plus. Là. Honnêtement, j'aimerais ça qu'ils viennent faire le tour de nos bureaux lundi matin. Là, pour nous. Qu'ils viennent dans nos meetings d'équipe, des fois. Let's go. Là. Donc, son retour au jeu à la veille des séries, parce que ça se termine en fin de semaine. Il reste un match aux gars, puis c'est probablement le match de l'année. Là. Ce vendredi. Contre le Rouge et Or. Programme double ici au Sepsum. Ça va être hot. Ça va être quelque chose. Chose. On va reparler tantôt un petit peu en fin d'émission là, pour parler de tout ce qui s'en vient. Mais effectivement, quel programme double vendredi. Bon, donc, volleyball, c'est cool. Hockey, c'est cool. Là, on avait du tennis ce week-end contre le Var-et-Or à Sherbrooke. Toujours l'impression de faire ça rapidement, le tennis. Puis à chaque semaine, je dis pas parce que ça nous intéresse pas, c'est parce qu'on n'aime pas ça. C'est parce que ils nous donnent pas le choix de faire ça rapide. Les gars, victoire de 7-0. Les filles, victoire de 7-0. Seigneur. Les filles, on n'a pas échappé un match en double. On n'a pas échappé une manche en simple. Wow. Les gars, presque la même chose. On a échappé une seule manche en simple. Donc, des victoires expéditives. Les deux équipes qui demeurent invaincues. Les deux équipes qui demeurent invaincues. Les deux seules équipes du circuit universitaire qui sont toujours invaincues. Donc, tu sais, quoi dire de plus sur nos saisons de tennis? Ça se passe super bien. Il y a même que leur entraîneur, Andrés, qui n'était pas présent au match, qui ne pouvait pas être là, il y avait un petit empêchement. C'était Claudine Maheu, qui est une joueuse entraîneuse cette année, qui était sur place, qui agissait en tant qu'entraîneur parce qu'elle a une petite blessure, donc elle ne joue pas. Puis elle disait, je lui demandais comment on fait pour rester motivé. On se présente là. Sur papier, on sait que Sherbrooke, c'est une équipe qui est peut-être moins forte. On remporte nos matchs. Il y a beaucoup de 6-0, 6-1. Puis ce que j'ai trouvé cool dans ce qu'elle m'a dit, c'était nous, on arrive là, puis ben oui, c'est sûr qu'on veut gagner là. Mais après ça, on se fixe des objectifs. Des objectifs vraiment calés dans le tennis. On veut faire tant de coups gagnants, tant de ci, tant de ça. Puis, tu sais, on va pas... On va pas qualifier notre victoire de victoire si on n'atteint pas nos objectifs. T'sais, oui, pour le classement, on va l'avoir, puis c'est beau, là, mais pour nous, là, on veut atteindre nos objectifs pour dire que oui, on a vraiment gagné, puis elle dit on les a tous atteints. Puis elle m'a pas nécessairement nommé la liste d'objectifs, là, mais tu sais, eux se fixent des objectifs sachant qu'ils sont dominants et qu'ils sont bons, puis ils les ont tous atteints, donc elle dit... c'est comme ça qu'ils s'accomplissent, finalement. Exactement, c'est comme ça qu'ils s'accomplissent. Peut-être
plus facilement. Plus facilement. Face à certains adversaires. Ouais. Wow, c'est Fait que, bien dit. Exactement. Donc, politically correct. Tout va bien pour nos équipes de tennis invaincues, des victoires de 7-0. Et finalement, il y avait un match de soccer intérieur. Les gars qui affrontaient les Redmen de McGill. Match nul de 1-1. Puis, jusque-là, on peut dire match un peu sans histoire, mais c'est quand même drôle là, parce que quand on reçoit la feuille de match de soccer, parce que, j'ai pas vu le match en personne, on voit juste les marqueurs, et ceux qui ont des passes. Donc, un but de chaque base, c'est pas compliqué. Là, j'appelle l'entraîneur, il m'explique un petit peu. C'est un match qui s'est passé drôlement parce que les Redmen, leur but, c'est un de nos joueurs qui a marqué dans notre but. Un défenseur qui a voulu avoir une petite passe au gardien. Finalement, ça a terminé dans le but. Puis, on a égalisé à la 89e minute. Donc, en fin de rencontre, on a réussi à égaliser pour aller chercher un match nul. Et ce que Pat Raimondo, l'entraîneur, me disait, c'est ce que j'ai aimé dans l'attitude des gars, c'est que on crée l'égalité à la 89e minute. Donc, ça crée une énergie. Puis souvent, quand le match se termine, les gars sont contents d'avoir marqué à la 89e, d'avoir été arraché un match nul. Mais là, tous les gars étaient en mode un peu de défaite. Là. Fait qu'il dit, c'est plate à dire, mais moi, j'aime ça. Parce qu'on voit que les gars veulent gagner. On sait qu'on aurait dû gagner ce match-là. Puis il m'expliquait que les Redmen, puis c'est pas la seule équipe qui fait ça face à nous. On respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup notre attaque. Il dit, c'était littéralement à 10 dans leur territoire. Puis, ils ont stationné l'autobus. Puis ils nous attendaient. Donc, on y va. Puis là, eux essayent de marquer avec des contre-attaques. Puis là, je disais, c'est comme ça qu'ils ont marqué leur but. Puis là, c'est là qu'ils m'expliquaient. Ils disent, non, même pas leur but, c'est nous qui l'avons marqué dans notre propre but. Donc, littéralement, les équipes qui respectent énormément nos attaquants. C'est pas tous les joueurs qui sont de retour là, du championnat canadien qu'on a gagné à l'automne, mais il y en a quand même une grande majorité. Donc, c'est pas pour rien qu'on a gagné ce championnat-là puis qu'on a marqué beaucoup de buts. Puis les équipes adverses, écoute, ça juste, elles le savent. Donc, match nul 1-1. On est quand même là, c'est super serré. Là, on est au 4e rang, mais on est à 1 point du premier rang. Donc, le corridor en haut est très, très serré. Ouais, donc ça va bien en soccer intérieur aussi pour les gars. Génial. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce tour d'horizon. Plaisir. Les activités des Carabins le week-end dernier. Et de retour avec la pétillante, on peut dire ça, Laurence Blanchette, qui nous amène une dose de soleil en studio. Nous, qui sommes drabes par défaut, Laurence arrive avec non seulement de l'énergie, mais aussi des informations intéressantes sur s'entraîner courbaturé. Parce qu'on sait que quand, comme moi, on est plutôt une relation amoureuse avec la salle d'entraînement, on y retourne après un certain temps, on y va avec notre programme régulier. Le lendemain, on peine à lever une fourchette tellement que nos biceps font mal. Et on dit, on va retourner s'entraîner pour briser la courbature. Est-ce bon ou pas? Bon. Premièrement, là, juste pour vous déculpabiliser, là, les gars, et à toutes les personnes qui nous écoutent qui se sentent coupables, vous faites pas vraiment exception à la tendance. Quand il y a les fêtes, le retour des fêtes, tout le monde retourne au gym. Oui. Excusez-moi, Matou. Tout le monde retourne au gym, commence leur petit programme, et là, tout le monde est courbaturé. Ça arrive à beaucoup de gens, et ça arrive même aux athlètes qui sont de haut niveau, on va dire, les gens qui s'entraînent quotidiennement. Raphaël, peut-être que tu sais de quoi je parle, grand athlète. Moi qui allais nager 2 fois depuis le retour des fêtes, je me qualifie maintenant d'athlète de haut niveau. J'ai un casque de bain serré, et un maillot également serré, je pense que c'est ça. Donc, sachez que personne n'est à l'abri des courbatures, même pas Raphaël. Qu'est-ce que les courbatures de prime abord? Donc, c'est des douleurs musculaires. Les courbatures, là, c'est quand t'es raqué. C'est des douleurs musculaires qui apparaissent après avoir fait un effort physique. Puis c'est des micro-déchirures qui se produisent au niveau des muscles après un entraînement intense ou inhabituel. Point important. C'est un processus inflammatoire. Ça amène de la douleur. Ça prend 24 à 48 heures. C'est pour ça que quand on s'entraîne, le soir, on est fatigué, c'est le fun, puis le lendemain, on n'est plus capable de marcher. C'est ça. Ça, c'est ça, le principe de la courbature. C'est ça qui se passe, Et de quoi la quantité de dommages, donc la quantité de courbatures, si vous voulez, dépend. En fait, il y a de tout. Soit le nombre de charges, soit l'habitude ou la non-habitude, si vous voulez, du type d'entraînement que vous faites, les types de mouvements. Donc, par exemple, tu sais, si, par exemple, Raphaël, toi, tu es un grand nageur, tu vas souvent nager, tu t'entraînes, je veux dire, tu nages, là, je veux dire, tu es un grand athlète, puis tu fais un gros entraînement jeudi prochain. En sortant de là, tu vas être fatigué, mais tu ressentiras pas, tu vas pas être raqué, tu vas être fatigué, mais ton corps est déjà habitué. Si, par exemple, quoi que tu sois un
très grand athlète de natation, Certes. tu t'en vas faire, je sais pas moi, l'entraînement de foot, puis tu commences à la défensive, tu pèses des poids, puis tout, là, tu benches comme un malade. Ça marchera pas, ça. Là, tu vas te sentir courbaturé, même si tu es à la base en forme. C'est là la notion de pratique d'activité inhabituelle, si vous voulez. OK. Si on fait des mouvements qu'on n'est pas habitué non plus. Exactement. T'sais, quelqu'un, là, je donne un exemple un peu niaiseux, mais si vous êtes habitué de faire du vélo, puis après ça, vous allez faire du hiking, même si vous travaillez dans les deux cas avec vos jambes, si vous n'êtes pas habitué de faire du hiking, après la descente, c'est sûr que vous allez avoir des courbatures. T'sais. Ça explique beaucoup. On est allé jouer au curling pour le party de Noël. Tout à fait. Notre équipe, puis, ouais. Vraiment, le lendemain, tu sentais comme des espèces de muscles, mouvements inhabituels. Les muscles qui te... Les comment gens- tu appelles ça? Les abdos là, qui te stabilisent quand tu pousses ta pierre. Les gens sous-estiment le curling, ouais. tu balais très, très fort. Ouais. Honnêtement, on avait chaud, hein? Oui. Mais c'était pas des mouvements habituels, donc ça explique beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous poser la question. Vas-y. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut souffrir, en fait, pour être fort? Est-ce que la courbature est un mal nécessaire pour bien s'entraîner? Moi, je dirais, est-ce que je suis dans le champ, Laurence, où une question aussi de pas s'être bien étiré après coup, post-effort. Parce que moi, j'ai souvent l'impression que si je prenais juste le temps de m'étirer comme il faut, je serais pas mal moins courbaturé. L'acide lactique ferait son chemin un petit peu moins. Un expert, en fait, un kinésiologue, là, pourrait répondre très précisément à ta question, mais c'est sûr que les étirements ont une part dans le Nuisent pas. mieux-être, Ouais. ne nuisent pas, très exactement. Mais par contre, si tu recommences à frette un programme, puis par à frette, je veux dire, ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné, puis tu Absolument. recommences un programme d'entraînement complet de 1h30 avec des charges et tout ça, je disais, c'est sûr que même si tu t'étires le lendemain matin, tu vas avoir de la Ça va misère. faire Ça va mal. peut-être amenuiser les courbatures, mais je pense que c'est sûr que tu vas avoir de la misère. OK. Donc, la relation entre la douleur ressentie versus l'efficacité de l'entraînement, il n'y a pas, en fait, comment je pourrais vous dire? Il n'y a pas de corrélation. pas de lien. Non, là. c'est ça exactement. En fait, la clé, c'est l'équilibre. Parce que le but, c'est, on veut créer du dommage pour nos muscles, pour... Le parce qu'on a- micro-déchireux dont tu parlais tantôt. Exactement. Parce qu'on a besoin de ce dommage-là pour s'adapter. Notre muscle a besoin de se faire malmener, on va dire. Oui, c'est ça exactement. Pour pouvoir s'ajuster et là, obtenir des gains. Mais il faut pas... il faut quand même garder le cap dans notre entraînement puis y aller de façon progressive et relativement modérée, en tout cas suivie. Si on ressent pas de douleur après un entraînement, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé? Qu'est-ce que vous en pensez? Question piège. Moi, je pense Question pas. piège. Parce que, mettons, là, la première fois que tu fais un entraînement, là, tu as des micro-déchirures, c'est normal, mais si ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu fais cet entraînement-là, je pense pas que tu es nécessairement obligé de souffrir. Là. Tes muscles peuvent être fatigués, mais... En fait, en effet, la réponse est non. Par exemple, mais pas pour les mêmes raisons. En ce sens que s'il y a une fatigue qui s'installe à la suite d'un entraînement, ça signifie que tu as assez travaillé, courbature ou pas. Donc, par exemple, si tu fais un entraînement cardiovasculaire, puis je veux dire, tu pompes comme un malade à la fin, tu as assez travaillé. Tu n'as pas besoin d'être raqué pour savoir que tu as bien travaillé ton cardio, par exemple. Et là, comment faire pour gérer du raquage, des courbatures? La façon simple, et là, je la fais entre guillemets pour ceux qui nous regardent en vidéo, là, qui nous regardent pas en vidéo, en fait, c'est de réduire la douleur en augmentant la circulation sanguine. Donc, 2 façons de faire ça. Dans les mains, dans les bains. Donc, dans les 30 minutes qui suivent l'effort, outre les étirements, l'idéal, c'est d'aller dans les bains, d'immerger le corps dans une eau chaude ou de faire alternance eau chaude, eau froide, 3-4 minutes par immersion. Sinon, à travers les mouvements, donc soit bouger modérément, donc par exemple, si vous êtes entraîné le bas du corps, les jambes et tout ça, soit essayer de marcher ou de faire des plus grandes enjambées que d'habitude pour dérouiller le tout, donc ce qui va augmenter la circulation sanguine, ou bouger comme d'habitude. Mais dans le bouger comme d'habitude, donc refaire très exactement ce que vous avez fait, le problème, en fait, le point, c'est que ça va vous faire mal. Vous allez avoir bien moins d'amplitude. Puis après, ça se peut que ça revienne. Fait que c'est vraiment important. Tu sais, j'ai parlé avec... Ça, c'est pas tout moi qui rêve à ça. Là. J'ai parlé avec un professeur au département de kinésiologie de l'Université de Montréal, Jonathan Tremblay, qui disait, en fait, la meilleure affaire pour bien récupérer après un entraînement, pour bien composer avec les courbatures, c'est vraiment le repos. Fait que je comprends, tu sais, les gens qui nous écoutent, on a hâte d'être en forme, on a hâte de travailler ce qu'on veut travailler sur notre corps pour les objectifs qu'on a, mais la clé, c'est vraiment ça. Et qu'en est-il de la médication? Parce qu'il y en a qui vont dire, OK, ben moi, je suis courbaturée, c'est pas grave, je vais continuer à m'entraîner, je sais pas moi, 7 jours sur 7, même si j'ai mal, mais je vais prendre des Advil.
Qu'est-ce qui se passe avec ça? J'ai demandé à Jonathan. Le problème, c'est que le dommage musculaire, donc les micro-déchirures qu'on parlait tantôt, ils font partie du processus d'adaptation du muscle. Ça veut dire que si tu essaies de réduire la douleur en réduisant l'inflammation, t'empêches le processus d'adaptation de ton muscle. Ouais. Fait que c'est comme si, en fait, je veux dire, tu y droppes un voile dessus, là, ni vu ni connu, mais ce qui va ressortir de ça, les apprentissages seront pas faits à 100%. Alors que le but... Ça va toujours revenir. Ben, c'est ça, exactement. Fait que lui, ce qu'il recommande, c'est, à moins d'avoir des grandes douleurs, parce que ça s'est vraiment pas bien T'as passé. exagéré, là. Ou dans le cas d'athlètes de haut niveau qui sont comme pré-compétition, puis là, ils ressentent vraiment des douleurs, puis ils doivent performer, c'est d'éviter la médication. Et la clé, nutrition. Donc, la clé pour éviter les courbatures ou composer avec de façon saine, nutrition, sommeil, puis surtout une planification d'un entraînement qui est adapté à nos propres besoins. Donc, même si on était feu athlète dans notre passé, ne pas reprendre le programme de quand on était athlète et complètement en shape, reprendre un programme qui est adapté à nos besoins et vice-versa, tu sais, dans le fond, selon nos objectifs. C'est trop facile, après tu l'adaptes. Là, mais... Tu l'adaptes, exactement. Puis, il n'y a pas de honte à commencer par le début et à poursuivre vers c'est de ça, plus hauts le destins. piège dans lequel on tombe tout le temps quand on revient. On veut bien paraître. Oui, on veut, parce qu'il y a des courbatures, là, ça fait vraiment mal. On pourrait s'éviter ça. Tu veux pas que ton soulier se détache, là. Non, mon Parce Dieu. que là, Non, tu mais marches, le soulier puis là, détaché, je veux dire, je vais aller dans les détails, mais quand je disais quand aller aux toilettes, s'asseoir, ben les gars, en tout cas, oui, vous pouvez comprendre. Devient un enfer. Puis je vous le dis, là, en tant que... c'est quelque chose. Ça levé de son auto. En tant que seule personne de l'équipe qui a traversé la frontière des 30 ans pour l'instant, c'est que pour certains, ça arrive bientôt. Ouais. Mais je vous le dis que ça ne s'améliore pas avec le temps. C'est vraiment épouvantable et ça dure longtemps. Ouais. Donc, vraiment, prenez soin de votre corps pendant que vous êtes dans la vingtaine. Oui. Doucement, mais sûrement, là, tu sais. Exactement. Donnons-nous des chances. Et je pense qu'il faut effectivement laisser son orgueil avec son linge civil dans le vestiaire au gym, barré dans le casier et arriver avec l'idée d'une progression, parce qu'un jour, ça sera facile, un jour, tu seras vraiment en forme. Mais il faut que tu te laisses au moins quelques mois pour ça. Si jamais, aux gens qui nous écoutent, vous avez manqué quelques bouts, vous voulez pas faire rewind ou bref, vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le Facebook de la page Sepsum. On a un article que ma collègue Lauriane a écrit là-dessus qui sera mis en ligne là, cette semaine. Super. Cool. Il y a tout ce que je viens de dire, mais en mieux expliqué dans l'article. Absolument un devoir pour vous de suivre la page Facebook et les autres comptes sociaux, notamment sur Instagram du Sepsum. Et des Carabins. Et des Carabins, exactement. Si vous ne le faites pas déjà, allez tout de suite appuyer sur le bouton j'aime. Ou je suis. Ou follow, dépendamment. À l'aube de la Saint-Valentin, hein? À l'aube de la Saint-Valentin, on a beaucoup de trucs amoureux qui s'en viennent. Ou pas. Mais oui, donc merci beaucoup, Laurence, pour ces conseils éclairants, encore une fois, pour les gens qui se remettent en forme. Ça fait toujours beaucoup de bien que de ne pas se sentir seul dans cette solitude. Hein. Des fois, quand on se réveille le matin, on fait j'ai de la misère à bouger. Et là, Laurence, la première des seules. Je suis là au rendez-vous. Tout à fait. Merci, Laurence. Bienvenue. De retour en studio avec deux représentants de l'équipe de natation des Carabins de l'Université de Montréal, Elissa Vaillancourt et Antoine L. Bugeaud, qui sont avec nous, deux capitaines, tant côté volet féminin que masculin. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a invité ici aujourd'hui pour nous parler d'abord de ce qui s'est passé il y a 2 semaines ou 1 semaine et demie déjà, les championnats provinciaux qui avaient lieu au Sepsum le week-end du Super Bowl début février, qui ont vu les Carabins être couronnés tant du côté féminin que masculin, que le combiné féminin-masculin, donc la triple couronne, tout un week-end d'action. On va commencer par les dames, qui avaient une avance peut-être un petit peu plus confortable au classement, mais ça a été quand même tout un week-end pour l'équipe féminine. Oui, bien c'est sûr que dans le fond, comment ça fonctionne au niveau québécois, c'est que 40% des points pour la bannière finale, ça se fait durant les coupes universitaires. Donc, il y a 4 coupes universitaires avant les provinciaux, puis 60% des points durant les provinciaux. Donc, on avait déjà accumulé une certaine avance durant les coupes, mais ça ne change pas le fait que rien n'était gagné avant d'arriver vendredi à la piscine. Donc, tout le monde a super bien nagé. Vraiment, les filles, ça a été incroyable. On avait des finales avec 6 filles sur 8 de l'Université de Montréal. C'était quand même quelque chose. Oui, non. Puis malgré tout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on dirait qu'on ne l'a jamais pris pour acquis. T'sais, tout le monde n'arrêtait pas de s'encourager, même jusqu'au dimanche soir, pardon. C'était vraiment une fin de semaine incroyable.
Et on a vu, j'ouvre une parenthèse côté féminin, là, quand même, Catherine est arrivée sur la scène en fin de saison, Catherine Savard, et là, on l'a vu, elle a été nommée finalement athlète par excellence au niveau du RSEQ, tout un week-end pour elle, exactement, effectivement, puis ça amène vers de grandes choses pour les championnats nationaux dans son cas. Là. Ah non, c'est certain. Moi, je trouve ça incroyable ce que Catherine a réussi à accomplir. Là. Elle a eu un début, une année un petit peu plus difficile l'année passée, un début d'année un petit peu plus difficile aussi cette année. Puis je trouve ça incroyable ce qu'elle a réussi à faire de remonter comme ça. Je veux pas parler pour elle, mais je pense qu'elle serait d'accord quand je dis que l'équipe a joué un grand rôle là-dedans. Je pense que je l'ai entendu dire auparavant que quand tu es au civil, c'est peut-être plus un sport individuel. Puis quand tu arrives sur la scène universitaire, ça devient plus un sport d'équipe. Donc, je pense que ça, c'en est pour quelque chose. Puis je suis vraiment excitée là, pour ce qui l'attend dans les prochains mois. Côté équipe, là, vraiment, on a vu... Moi, je suis un peu enrhumé le dernier jour des championnats, mais l'énergie qu'il y avait dans cette piscine quand les gars ont été annoncés champions provinciaux. Antoine, ça a été tout un week-end pour les gars. Au-delà là, de la victoire, on a vu des meilleurs temps personnels, des records d'équipe, des médailles inattendues, des victoires inattendues. Parle-nous de ce week-end magique côté masculin. Oui, bien, effectivement, c'était très fort en émotion. Puis il y a vraiment eu des performances incroyables. Je pense que si on aurait une note à se donner, ça serait vraiment un 10 sur 10. Vraiment, tout le monde a performé. C'était vraiment complètement débile. Puis je pense que c'est ça que ça prenait pour gagner. Ouais. On le savait que en rentrant au championnat, si on gardait les mêmes positions, on n'allait pas gagner. Fait qu'il fallait vraiment step up. On n'avait pas le choix. Puis tout le monde avait ça en tête. Tout le monde le savait que du vendredi jusqu'au dimanche, il fallait vraiment donner notre 100%. On n'avait pas le droit à l'erreur. Puis effectivement, je pense que l'énergie que l'équipe amène, que le fait que ça soit au Sepsum, c'était vraiment un week-end incroyable. Il y a eu des performances inespérées qui ont fait en sorte qu'on a finalement réussi la dernière journée à prendre le lead puis de s'en sortir avec les 3 bannières à la victoire. Moi, ce que j'aimais aussi, c'était la première fois que je suivais une compétition de natation d'aussi près. Puis je me demandais, est-ce que les coachs prennent en note, parce qu'on le sait quand tu gagnes une compétition, là, une épreuve, je veux dire, là, est-ce qu'ils calculent les points d'avance, puis là, vous arrivez à la fin. Mais reste que, je pense, du moins, là, de ce que j'ai cru voir selon votre réaction, quand ils ont annoncé les gagnants, vous étiez pas... Est-ce que vous le saviez ou vous étiez pas certain encore? C'était tellement chaud là, que jusqu'à la fin, on n'était pas certain. Justement, on savait qu'on avait une petite avance après la saison qui compte pour 40%. Fait qu'on savait que si on perdait de quelques points, on allait peut-être pouvoir gagner pareil. Mais là, on s'attendait même pas à gagner le championnat. Donc, quand ils ont annoncé qu'on gagnait le championnat, c'était vraiment encore une surprise. Puis oui, les coachs, ils calculent tout, mais tu sais, c'est vraiment dur à suivre parce que ça va vite. Fait que tu sais, c'est pas des calculatrices non plus, mais moi et Lys, on rit quand tu dis ça justement parce que notre entraîneur en chef, Pierre Lamy, on sait qu'il n'a pas dormi 3 semaines avant le championnat parce qu'il passe ses nuits à compter les points puis les probabilités de... Lui, il va peut-être faire cet âge-là parce qu'il a peut-être la chance de faire un point de plus. Puis c'est... Ah non, le bon Pierre qui n'avait tout simplement plus de voix. Il se pouvait plus. Je pense que Pierre, il regardait même plus les courses à la fin. Il faisait juste marcher puis il essayait de survivre. Là. Alors, c'était spectaculaire. Et puis, ça a commencé très bien le vendredi soir avec une victoire au relais. Puis, c'est là qu'on a vu, je ne me trompe pas, c'est là que le deuxième relais des Caramels a gagné la finale B. Si je ne m'abuse. Et donc, c'est là qu'on a vu vraiment à quel point tous les points comptaient dans la compétition. Parce que là, tout le reste de l'équipe était sur le bord de la piscine, encouragé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et c'est une finale B, c'est bien, mais ça reste une 9e place, si je me trompe pas. Oui, exact. En fait, je pense que le but, c'est de faire top 8. Dans le fond, surtout que tu faisais top 8, tu ramènes des points. Ouais. Je pense que c'est ça que le relais B a réussi à faire, dans le fond. Non, mais exact. Puis on voyait rapidement donc à quel point chaque point comptait. Là, exactement. C'était tellement chaud que... souvent, dans des compétitions comme ça, t'as les meilleurs nageurs qui vont souvent faire dans les top 3. Ouais. Mais qu'est-ce qui est beau dans le réseau adversaire, c'est que tout le monde a vraiment un rôle important à jouer parce que entre une 8e place et une 9e place, souvent, c'est là que ça va jouer puis c'est là qu'une équipe va faire beaucoup plus de points au bout de la ligne à la fin de la saison. Donc, vraiment, tout le monde joue un rôle clé au sein des Carabins. C'était vraiment génial. Puis après ça, donc, vous remportez le relais le vendredi soir. Puis là, on a vraiment senti, moi, c'est ce que Christopher m'a dit après la compétition, on a vraiment senti que ça a propulsé l'équipe vers un bon momentum pour le reste du week-end, ce vendredi soir.
où t'as finalement monté sur la corde entre les deux corridors. Je vais peut-être laisser un peu emporter, mais c'est qui a donné cette photo absolument géniale de toi qui pointe au ciel. Je veux savoir, est-ce que tu as eu beaucoup d'abonnés sur Instagram suite à cette photo? Quand même, pas. Quand même? Ouais, quand même. Là, j'avais posté une couple de likes. Là. C'était payant. C'était payant. Génial. Toute une photo incroyable. Je m'en serais fait un T-shirt. Donc, dans l'ensemble, donc, un week-end très positif qui s'est bien terminé. Puis donc, pour plusieurs personnes, c'était le dernier week-end à domicile, si on veut, parce qu'il y a beaucoup de finissants dans cette édition de natation. Et là, vous vous rendez donc à Vancouver pour les championnats nationaux. Elissa, donc, c'est quoi? Toi, c'était ta dernière course aussi à la maison. Comment tu t'es senti de vivre ça devant les tiens, devant ta famille? C'était vraiment une chance incroyable. Ça venait un peu compléter la loupe, si on veut, parce que ma première année, il y a 5 ans, c'était un peu les mêmes compétitions. On avait fait les provinciaux à la maison, les championnats canadiens à Victoria. Donc, cette année, ça se ressemble un petit peu. Donc, je trouve ça vraiment incroyable comme chance d'avoir... j'avais toute ma famille qui était là, tant ma famille... Ma vraie famille dans les estrades, mais mon autre vraie famille sur le bord de la piscine. Il y a eu des larmes de joie, il y a eu des larmes de tristesse, il y a eu toutes les émotions qu'on peut passer. C'est sûr que c'est une grosse étape qui vient... Qui se termine pour nous. Là. Mais... Il n'y a pas de doute. Puis je pense que, compte tenu de tous les sacrifices que vous faites en cours de route, ou je sais pas si des fois ça peut paraître anodin, mais le nombre de courses que vous avez dû faire dans votre vie, là, c'est quand même incroyable. Et là, mettons de se dire, c'est peut-être ma dernière. Parce qu'il y en a qui, c'est pas tout le monde qui va se rendre à Vancouver pour les championnats canadiens. Donc, il y en a pour qui c'était vraiment littéralement la dernière course. Ici au Sapsum, ça devait quand même être un sentiment spécial là, quand tu sais que tu as nagé toute ta vie. Je sais pas vous à quel âge vous commencez à nager, mais quand même très tôt. Là. Donc, on peut dire que ça faisait longtemps quand même. Oui, mais je pense que ça devient un peu partie de ton identité. Tu sais, on entend beaucoup parler des athlètes olympiens, médaillés olympiques. Tu sais, on le voit plus dans les médias ces temps-ci avec notamment Marianne Saint-Gelais, Alexandre Bilodeau. Mais je pense que c'est sûr que c'est à une moindre échelle pour nous, peut-être parce que c'est moins dans l'œil du public, mais on constate quasiment autant de temps d'entraînement puis tout ça que ces athlètes-là. Bon, peut-être un peu moins, là, mais ça fait quand même une très grande partie de notre vie. Donc, c'est sûr que ça va être un ajustement. Je pense que nous, on a la chance d'être à l'université en même temps, puis d'avoir étudié, d'avoir d'autres options qui vont s'offrir à nous. Là, fait qu'on a quand même d'autres choses qui nous attendent quand on termine. Donc, je pense que ça, c'est définitivement un plus pour nous aider avec la transition. Là. Et Antoine, j'imagine que ce qui ne vous fera pas pleurer de finir, c'est les entraînements à 6 heures du matin. J'imagine que ça, c'est... Non, j'imagine qu'il y a un peu de nostalgie, mais il y a des choses aussi qui vous montrent pas. Oui, c'est ça. C'est sûr que, comme là, ça dit, c'est beaucoup de temps d'entraînement. On consacre vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est sûr que c'est du temps qu'on va pouvoir mettre ailleurs, effectivement, notamment dans le sommeil les matins. Mais non, mais au bout de la ligne, je pense que avec le week-end qu'on a vécu hier, tout le monde a fini, puis tout le monde dit c'est des affaires, des sacrifices qui en valaient la peine. J'en ai aucun doute. Là, c'était tellement des moments incroyables que je qualifierais même de magique. Je pense pas qu'il y ait personne n'a des regrets, puis tout le monde vraiment, quand ça porte fruit, c'est plus facile, c'est sûr, dans ce temps-là. Là. Absolument. Puis donc, vous faites partie, vous deux, d'à peu près une douzaine de finissants, tout est partout, tant côté féminin que masculin, qui termine cette année, qui va terminer aussi une bonne partie d'entre vous en beauté le week-end prochain à Vancouver, dans les terres des Thunderbirds de UBC, de l'Université de la Colombie-Britannique, pour les championnats U-Sport de natation. Ça se déroule jeudi, vendredi, samedi prochain. Vous décollez quand pour Vancouver? Lundi matin. Lundi matin, donc après ça, vous entraînez là-bas. À quoi ça ressemble votre semaine avant les championnats? Dans le fond, on arrive 3 jours d'avance. C'est pour, premièrement, un peu établir des points de repère dans la piscine. Pas tester les plots, c'est un peu différent. Les murs, voir un peu, pour avoir des bonnes arrivées aux murs. Des fois, c'est un peu différent que les lignes noires que les gens voient dans le fond. Ça, c'est un peu pour nous aider. Ça sert à ça, finalement. Hein, oui, dans le fond. Parce que la ligne noire, dans le fond, au bout, ça fait une autre barre qu'on appelle le T. Fait que quand tu regardes dans le fond de l'eau, tu sais que le mur arrive. Mais des fois, le fameux T qu'on appelle, il n'est pas à la même distance du mur d'une piscine à l'autre. Fait que c'est des petits ajustements qu'on va faire
avant les championnats pour vraiment être sûr que, comme en natation, chaque détail est vraiment important. Tu sais, ça joue sur des centièmes de secondes. Fait que c'est vraiment important que ça soit vraiment clutch, si vous me permettez l'anglicisme. Les derniers, peaufiner les derniers préparatifs. Là. Exactement. Puis aussi, on prend un peu d'avance pour vraiment arriver, prendre le temps de ne pas être stressé, de se reposer, aussi s'adapter à un petit décalage, un petit peu. Fait que, tu sais, on s'adaptait à des petits trucs du genre pour vraiment s'assurer que jeudi matin, on soit prêt à décoller puis que il n'y a aucun stress puis qu'on soit vraiment à l'aise. Tu prends notre Raph nage depuis 2 semaines, là, donc le thé, c'est pour... Je suis pas encore rendu à faire des pirouettes. Là. Moi, quand j'arrive au bout, je charge, je tourne de bord, puis je recommence. Une étape à la fois. Un jour tu pourras faire le virage et tu sauras que le thé, donc ça s'en vient. Particularité quand même à Vancouver, habituellement, vous nagez dans des bassins de 25 mètres, qui est comme la moitié d'un bassin normal olympique, si on veut. Là, à Vancouver, c'est pas le cas, c'est des 50 mètres, donc c'est quoi la différence là, pour un nageur entre un 50 et un 25, autre que c'est le double de la distance? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Là? Mais c'est ça, la compétition, les championnats universitaires canadiens sont un petit peu différents dans le sens que toute notre saison universitaire à nous, elle se fait en bassin court, donc en 25 mètres. Par contre, sur la scène internationale, toutes les grosses compétitions, ça se fait en bassin long, donc en 50 mètres. Ce qu'on voit à la télé, les Olympiques, tout ça, quand la piscine a l'air vraiment longue, là, c'est parce qu'elle l'est pour de vrai. Ouais. C'est ça, c'était un gros changement parce que nous, on a la chance de s'entraîner le matin, notamment depuis quelques semaines dans le bassin long, donc en 50 mètres. Mais au championnat canadien, donc les préliminaires le matin sont en 25 mètres, puis les finales sont en 50 mètres. Ah ouais, OK. Ouais. Donc ça vient quand même brouiller les cartes pour certains parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus forts en 25 mètres parce qu'il y a des bons virages, des bonnes coulées, des bons départs. Puis il y en a d'autres, comme moi, qui sont pas très bons dans les virages puis les coulées. Donc, en 50 mètres, ça les avantage beaucoup. Voilà. Couler, c'est quand, mettons, vous rentrez dans l'eau avant de faire le virage. Après le virage, quand après la poussée du mur. Ah, OK. La transition. Ça va sortir finalement vraiment loin. Là, pour quand faire tu fais le Michael Phelps en dessous de l'eau. Exactement, oui. Y a-t-il une limite de ça, de combien de temps tu peux être sous l'eau? 15 mètres. Ouais. 15 mètres. Parce que, effectivement, quand t'es sous l'eau, normalement, si t'es quand même pas pire, tu vas plus vite que hors de l'eau. Ouais. Fait que sinon, il y a du monde qui ferait juste ça, puis ça serait un peu n'importe quoi, là, la natation. Là. C'est une question débile, mais moi, je me suis posé la question un jour en filmage. Je me disais, y a-t-il une limite? Parce que comme ça vraiment effectivement, cool. Il y en a une. Là. OK. Donc, c'est ça. Essentiellement, donc, ça a moins de virages. Donc, ça avantage, mettons, un 50 mètres libre. Finalement, c'est une longueur. Donc, là, c'est comme. Mais c'est plus dur quand même. Les temps, si on compare les temps, ils vont être plus lents. Okay. La conversion, mettons, entre 25 et 50 mètres, les temps, ils vont être plus lents en 50 mètres parce que tu as moins de virages pour te donner. Ouais, parce que tu veux pas une poussée du mur, ça te donne un pas pire swing quand pour repartir là, comparativement à juste y aller. C'est vraiment intéressant, surtout quand on considère que là, ça va se passer, donc on l'a dit à UBC, le bassin, excusez-moi, le complexe aquatique là-bas est absolument extraordinaire. Je suis allé voir quelques images et donc il y a des installations vraiment très cool. J'imagine que ça va être stimulant quand même pour vous nager dans cet environnement-là. Là. Oui, bien effectivement, on a bien hâte de voir ça parce que justement, c'est une nouvelle piscine, c'est une des premières compétitions qui se fait dans ce nouvel complexe-là. Ça fait pas mal des années qu'on entend parler. Là. Il y a eu pas mal de retard dans leur construction. Moi, je pense que depuis que je suis rentré, en 4 ans, depuis que je suis rentré, Carabin, on était censé aller faire une compétition là-bas. Puis ça va être ma dernière, finalement, qu'on va faire là. Mais on a vraiment hâte de voir ça. Je pense que c'est une piscine qui va nager très vite, justement parce que les belles installations, souvent des bons blocs de départ, ça peut avantager certains nageurs. Fait que c'est pour ça aussi qu'on va partir un peu d'avance pour vraiment bien s'adapter au complexe puis voir comment c'est finalement parce qu'on n'est jamais allé. Vous êtes-vous entraîné en 50 mètres? Genre le camp d'entraînement que vous avez fait, c'était tout ça? Parce que je joue une parenthèse, vous allez faire un camp d'entraînement au Mexique? À Aruba. Aruba, pendant les vacances des fêtes, au début janvier. Ouais. Donc, ça, c'était en 50 mètres, ça? C'est pour ça que vous êtes allé là, finalement? Oui, c'est sûr, ça aide beaucoup. Dans le fond, quand on était là-bas, on a vraiment pu se concentrer à seulement nager. Ça, c'est une des raisons pourquoi on fait ça. Parce que, tu sais, veux pas, quand t'es à Montréal, t'as souvent d'autres distractions. Tu sais, t'as la famille, les amis, les sorties, veux pas. Tandis que quand on part, c'est vraiment focus natation. On fait que ça, on mange, on dort, puis on nage. Puis on nage encore. On nage. Exact. Puis quand on était là-bas, dans le fond, c'était que en 50 mètres. Donc, on en a vraiment profité, justement, en vue des championnats canadiens, de peaufiner un peu, puis un peu d'augmenter notre endurance aussi, parce que, veux pas, en 50 mètres, la piscine est plus longue, donc ton corps, il faut qu'il soit un peu plus endurant à maintenir une vitesse élevée. Fait qu'on en a profité pour
un peu travailler là-dessus, puis c'était pas mal à ça que ça servait. Ouais. Puis vous dites que souvent les temps sont plus rapides en 25 mètres. Là, ça arrive. Moi, je vois ça presque comme deux sports différents. Là. C'est pareil en bout de ligne, mais est-ce que les records, c'est la même chose? S'il y a un record qui est établi aux 50 mètres, là, il est battu dans un bassin de 25, est-ce que ça compte là, ou ça compte pas? Ouais, c'est deux chartes de records, dans le fond. Quand tu vas voir les records du monde, tu vas voir les records du monde en 25 mètres puis les records du monde en 50 mètres parce que c'est justement, ça en vient quasiment deux sports différents. Là. C'est vraiment une grosse différence. Et donc, les championnats canadiens la semaine prochaine, ça va être vraiment une étape extraordinaire. Après ça, votre saison se termine. Certains d'entre vous se préparent pour les championnats canadiens qui servent de qualification aux championnats du monde qui s'en viennent cet été. Ouais. Après ça, qu'est-ce qui se passe pour vous là, une fois Vancouver terminé? Qu'est-ce qui est à l'agenda pour la natation? Ça s'arrête? Il n'y a pas un banquet de fin d'année, quelque chose comme ça? Oui, ben pour ma part, la natation, c'est terminé après. Là. Ça OK. va être c'est la dernière compétition officielle. Il y en a qui vont continuer, c'est ça, par la suite. Notamment Catherine, on parlait tantôt, je pense qu'elle va peut-être continuer par la suite, ou Ariane notamment. Il y en a d'autres aussi dans l'équipe. Mais c'est ça, pour moi, c'est terminé. Oui, il y a le banquet. Donc, le 2 mai, on organise... Il y en a qui connaissent peut-être Alain Lefebvre, donc qui est coordonnateur ici de Sport Excellence depuis plusieurs années. Il travaillait à la Fédération de natation du Québec également. Il a été entraîneur carabin dans les tout débuts aussi. Donc, Alain, il prend sa retraite cette année. Donc, on voulait créer un événement, une fête pour souligner son départ. Donc, c'est ça. Donc, c'est la 3e édition cette année du banquet, puis ça va être à son honneur cette année. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. C'est ça qu'on peut acheter les billets ou il faut aller voir l'événement Facebook? Ou comment Il y a un événement Facebook. Les billets sont tous disponibles en ligne. OK. Donc, n'hésitez pas. Il y en a plusieurs qui devraient avoir reçu l'invitation, mais si vous désirez participer puis que vous ne l'avez pas reçue, écrivez-nous puis on va vous la faire parvenir sans problème. Génial. Ça promet, cette soirée. Ça une belle soirée. Vraiment, c'est le 2 mai, c'est ça? Exact. Wow, c'est un rendez-vous. Oui, définitivement. Et Antoine, toi, préparation après Vancouver? Ou, non, moi aussi, en fait, de la natation? Vancouver, ça va se terminer là, ma carrière, après plusieurs années. Dans le fond, moi, j'avais toujours prévu ça depuis que je suis rentré à l'université, que finir comme ça. Ça aurait été le fun peut-être de faire les championnats nationaux, mais rendu là, moi, je suis rendu à un point de ma carrière que je nage vraiment pour les carabins, pour l'équipe. Fait qu'aussitôt, faire les compétitions individuelles pour moi-même, c'est plus la même énergie, je trouve. J'ai un peu moins... Je trouve ça un peu moins le fun là, qu'avec l'équipe des carabins, justement. On vit tellement des émotions fortes, puis tout, c'est tellement incroyable, les compétitions qu'on fait ensemble, que je trouve le réseau civil un peu... pour moi, ça m'intéresse un peu moins, puis je finis mes études, donc je vais terminer ça à Vancouver en même temps qu'il ça. Alors, tu vas accrocher ton maillot également après à Vancouver et te remettre à porter des maillots comme tout le monde, des shorts. Exact. Non, mais les nageurs, ils continuent à mettre leur speedo même sur la plage. Oui. Oui, c'est vrai. Nous, on est à l'aise. Je sais pas si notre collègue Laurent voulait encore lui remettre son speedo, mais... on nous fait signe que oui. Moi, je suis allé nager avec Laurent, puis je peux dire, il l'a sorti, là, speedo. Moi, j'ai hâte pour le moulant, mais la short, là. C'est comme un entre-deux, c'est comme une étape. Je suis pas prêt. Mais ça sent bien, je suis pas inquiète. Ah ouais. Attendez la trentaine, les amis. Non, mais donc, voilà, c'est une très bonne nouvelle. Puis on est vraiment content de vous avoir su en studio. Donc, de très belles choses. La semaine prochaine, on le rappelle, les championnats nationaux, ils sont web diffusés, si jamais ça vous intéresse de voir nos nageurs en action. C'est donc jeudi soir, les finales. C'est à 18h, heure de Vancouver. Donc, c'est à 21h, heure du Québec. Voilà, j'y arrive. 21h, heure du Québec, jeudi, vendredi et samedi prochain. Et après ça, donc, un beau banquet le 2 mai prochain également, si vous voulez venir fêter avec l'équipe de natation ou encore saluer Alain Lefebvre si vous le connaissez ou pas. Ouais. Puis aussi, juste rappeler le banquet aussi, ça sert à ramasser des fonds pour notre équipe puis encourager la future génération de nageurs carabins. Ça, c'est un très bon point parce qu'effectivement, le financement de l'équipe passe en partie par des activités, dont celle-ci. Donc, vous pouvez encourager notre équipe de natation. Et donc, on va vous suivre. Sinon, vous pouvez suivre également les différentes plateformes sociales des carabins parce qu'on va diffuser ces résultats. J'y serai à Vancouver donc pour
propager la bonne nouvelle de vos bons résultats et capter ces moments. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être passés en studio et puis, évidemment, on vous souhaite bonne chance dans l'ouest du pays pour bien nous représenter. On n'a pas parlé, mais très rapidement, donc quand même des belles choses qui peuvent se dessiner pour vous là, au championnat canadien. On sait qu'il y a des puissances comme justement les autres, les Thunderbirds de UBC, Toronto aussi, mais les Carabins peuvent quand même faire bonne figure. Là. Je pense que notre objectif, c'est d'arriver top 3. Là. Si pour les filles, un top 3, ça serait... C'est sûr qu'individuellement, c'est sûr qu'il y a des chances de médailles, de podium dans les relais, tant individuels aussi. Il y a des super belles choses qui peuvent arriver. Au niveau de la bannière d'équipe, je pense que UBC, ils ont déjà une bonne avance. Ouais. Mais un top 3, je pense que ça serait très, très satisfaisant. Donc un podium national serait envisageable. Exact, ouais. Chez les gars, un peu la même chose. Dans le fond, je pense que UBC risque de s'en sortir avec la victoire. C'est vraiment une puissance incroyable. C'est vraiment un peu ridicule. Mais les gars, peut-être top 4, top 3, c'est des choses qu'on pourrait envisager qui seraient quand même excellents. Je sais qu'avant l'année passée, notre meilleur, c'était un top 5. Fait que je pense qu'on peut juste s'améliorer d'année en année, puis peut-être un jour, si l'équipe continue d'avenir, peut-être rêver à la bannière U-Sport. Absolument. Puis pourquoi pas? Si vous continuez sur votre belle lancée des championnats provinciaux, vraiment, on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, je me fie à Pierre. Hein. Généralement, avec sa réaction, on sait si ça va mieux ou pas. Il sait ce qui se passe. Donc, mais merci beaucoup d'être passé. Bonne chance la semaine prochaine aux championnats nationaux U-Sport à Vancouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà la fin de cet épisode de La Ligne Bleue, balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal. Laurence Blanchette, merci pour cette chronique, encore une fois très enrichissante, et ta présence tout au long de l'émission. Grand plaisir, franchement. Raphaël, donc, on fait le tour de ce qui se passe ce week-end au Sepsum. On a parlé tantôt d'un méga programme double de volleyball contre le Rouge et Or vendredi. Il y a d'autres activités. Oui, d'autres activités. Donc, vendredi soir, l'équipe de hockey qui va être en action face à McGill. Comme je le disais, 1 point et on a le championnat de la saison régulière. C'est à McGill. À McGill, ouais, ça sera pas facile, mais faisable. Sinon, si ça fonctionne pas, on peut se reprendre dès le lendemain face à Carleton. Ça, c'est à Carleton aussi. Donc, on joue sur la route. Le prochain match de hockey à la maison, ça va être en séries éliminatoires. Sinon, samedi, il y a aussi un match de volley au Sepsum. Les filles de volley seulement qui affrontent les GGs d'Ottawa. Sinon, on en rafale un petit peu du tennis, du badminton. Championnat provincial en équipe. Oui, championnat provincial badminton, du ski, de l'athlétisme, du soccer intérieur dimanche, les gars et les filles contre les Patriotes de l'UQTR. Bref, un autre gros week-end de sport ici et ailleurs. Ben oui, tout à fait. Et même l'équipe de ski est à Bromont. C'est comme la montagne la plus proche de l'année. Jamais ça vous tente d'aller les voir. Souvent, c'est dans le coin de Québec. Là. Exactement. Ils vont être à Bromont ce week-end, samedi et dimanche. Ouais. Merci beaucoup à vous deux et on se retrouve la semaine prochaine. À vous, on dit bye-bye! Bye-bye now! Follow the leader, follow the leader. Follow the leader, follow the leader. OK, bon.